Bonjour tout le monde, bienvenue à cette sixième session du Iowa Talk et merci à chacun de vous d'être présent à chaque fois pour ces rendez-vous hebdomadaires où nous parlons du design et d'entrepreneuriat créatif. Comme je disais aujourd'hui, je vais m'excuser parce qu'il y aura un petit bruit de fond. J'espère qu'il ne va pas trop gêner la qualité de l'appel parce que je ne suis pas à la maison dans un environnement idéal. Vous allez me dire comment vous voulez qu'on procède. Je pense que chacun de vous dans ce call, les premières questions que vous avez posées lors de la première session ou via le formulaire ont déjà trouvé des réponses. Maintenant, je sais que la dernière fois, il y avait Jefta qui posait une question spécifique sur les impôts. Maintenant, ce que je vais demander à chacun de vous, c'est est-ce que vous avez un sujet particulier dont vous aimeriez qu'on discute aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une question particulière à laquelle vous aimeriez que je réponde aujourd'hui? Tu avais fait un post sur LinkedIn où tu parlais des différentes difficultés que l'on pouvait rencontrer dans son entreprise qui roule déjà. Et je voudrais, si c'est possible, que tu puisses en fait revenir là-dessus. Moi, j'ai suivi le post, mais je me dis que j'ai vraiment envie d'en savoir plus, au fait, tu vois. Voilà. Ok. Donc le post sur les charges fixes d'une entreprise, c'est bien ça? Oui, c'est bien. Particulière. Le pricing. Ok, le pricing, on est freelance au Bénin. Donc, je vais essayer de partager mon écran. En gros, sur ce post-là, j'essaie de détailler, en fait, pour une entreprise qui est de la forme d'un établissement. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'entreprises au Bénin. Il y a les établissements, euh, il y a les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles, il y a les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle qui sont en groupe. Il y a les SAS, sociétés par action simplifiée. Il y a les SA, sociétés à la gestion de l'entreprise va changer. Lorsqu'on prend un établissement, la chose qu'on peut dire tout de suite, c'est que l'établissement n'est pas séparé de la nature de la personne physique de l'entrepreneur. Ça, c'est le discours juridique. Pour transformer ce discours juridique en discours concret, ça veut juste dire que quand vous avez un établissement, me dites si vous m'entendez bien. Ça gratte un peu, mais on t'entend quand même. Ok, ça gratte. Ok. Donc, quand vous avez un établissement, je vais prendre l'exemple des problèmes. Si vous avez un problème avec votre établissement, il est possible qu'on saisisse vos biens. Donc, on saisit, tu as un problème avec ton établissement. S'il y a une moto qui t'appartient, on peut saisir ta moto en tant que GEFTA pour payer la dette que tu as contractée avec ton entreprise qui est un ETS, un établissement. Donc, voilà en fait la façon la plus simple dont je peux vous expliquer le concept de la nature juridique de la personne morale. Une personne morale, c'est une entreprise, est confondue avec la personne physique. La personne physique, c'est vous. Lorsque vous prenez une entreprise où la personne morale est dissociée de la personne physique, cas d'une SARL, société à responsabilité limitée, si votre entreprise va dans un procès au tribunal du commerce et vous devez payer 1 million à une autre entreprise, vous devez payer 1 million, on ne peut pas saisir vos biens personnels en tant que Jefta Sewanou, en tant que Jacques Aransou ou David Alavo. On ne peut pas saisir vos biens personnels pour rembourser l'autre entreprise, contrairement à bonjour, contrairement, c'est ici, vous pouvez, contrairement à l'entreprise, l'établissement qui est une forme juridique où vos deux natures sont associées. Donc, si la société à responsabilité limitée, qui est une SARL unipersonnelle ou en groupe, est en faute, on va saisir les comptes de la SARL uniquement, on ne va pas s'attaquer à son directeur ou à son PDG. Quelle est la différence entre une SARL unipersonnelle et une SARL faite en groupe? C'est que la SARL unipersonnelle n'a qu'un seul, je ne vais pas dire actionnaire parce que les sociétés à responsabilité limitée n'ont pas d'actionnaire, mais ça, j'oublie le nom. Il y a un mot technique, mais je l'oublie, c'est pas grave. Mais il y a un seul participant au capital de la société à responsabilité limitée. Donc, vous détenez 100% des parts de cette société-là quand vous êtes en unipersonnel, et quand vous êtes en société à responsabilité limitée en groupe, vous partagez des parts. Une fois encore, quand vous êtes en société à responsabilité limitée, vous n'êtes pas actionnaire. Votre entreprise ne peut pas avoir ce qu'on appelle un conseil d'administration, normalement, si je ne dis pas de bêtises. C'est uniquement si vous êtes en SAS, société par action simplifiée, qu'on parle d'actionnaire. C'est à partir de là, on parle d'actionnaire, ou en SA, société anonyme, qu'on parle d'actionnaire, où l'entreprise a un président, l'entreprise a des directeurs généraux. Et quand on dit
PDG ou CEO, ça veut dire président, directeur général. Ça veut dire que vous cumulez le rôle de président du conseil d'administration et de directeur général de l'entreprise. Après, il peut y avoir directeur général administratif, directeur général économique, directeur général des opérations techniques. Bref, il peut y avoir plein de directeurs généraux d'une entreprise. Il y a un conseil d'administration qui a un président de conseil d'administration. Et c'est uniquement dans les cas de SAS, Société par action simplifiée, ou de SA, Société anonyme, qu'on parle de PDG ou de CEO. En fait, il fallait que j'explique concrètement les différentes natures juridiques d'entreprise avant de venir expliquer plus en détail ce document-là. Parce que si vous ne comprenez pas les natures juridiques des entreprises, ça ne servira à rien de vous faire cet exposé. Donc moi, cet exposé, je pars sur la base que, je parle à des gens qui ont des établissements. Ils ne sont pas dans le cadre de SARL parce que les lois fiscales diffèrent d'un type de nature juridique de l'entreprise à une autre. Donc, lorsque vous avez la forme juridique la plus petite, la plus banale au Bénin, vous allez devoir dépenser 1 728 800 par an en termes de charge fixe incompressible. Qu'est-ce qu'une charge fixe incompressible? Une charge fixe incompressible, c'est l'ensemble des dépenses que vous aurez et dont vous ne pourrez pas réduire le coût. Je prends un exemple. Si vous payez l'électricité pour votre entreprise et que vous avez une entreprise de fabrication de glaçons, vous pouvez augmenter vos frigos, passer d'un frigo à 2 frigos, à 3 frigos, à 4 frigos, et ça va augmenter votre charge d'électricité. Ou vous pouvez passer de 4 frigos à 3 frigos, à 2 frigos et à 1 frigo. Mais quand on parle de charge incompressible, c'est qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas diminuer votre dépense en dessous de ça. Je prends le loyer, par exemple. Si vous voulez louer une location pour une entreprise au Bénin, il est impossible que vous trouviez un loyer à 10 000. Bon, c'est moi qui dis ça comme ça. Mais une entreprise avec un loyer à 10 000 francs, c'est pas possible. Un loyer à 20 000 francs, peut-être, vraiment, ça veut dire que vous êtes allé dans une habitation familiale ou une habitation et vous avez pris une location pour l'entreprise au sein d'une maison. Donc, en fait, c'est ça le principe de la charge fixe incompressible. Donc, puisqu'on a compris c'est quoi les différentes natures juridiques des entreprises, qu'on a compris c'est quoi une charge fixe incompressible, je peux aller dans le vif du sujet. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander en retour, est-ce que vous avez suivi un peu ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à cela? Moi, j'ai bien suivi. La question que je m'avais posée, tu as parlé du fait que l'établissement personnel, si tu dois à une entreprise, on peut saisir tes biens personnels, c'est-à-dire établissement, en fait. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, comment devoir une autre entreprise? C'est ça, j'ai pas trop compris, en fait. Ok. Je prends un cas très simple. Toi, Jefta, tu prends un contrat de design de logo. Je ne te le souhaite pas, mais voilà, ça ne se passe pas bien. Le client n'est pas content et il te dit de lui rembourser son argent. Supposons que le contrat est de 10 millions et il te demande de rembourser son argent. Alors que toi, tu as déjà utilisé dans les 10 millions, tu vois, pour acheter peut-être des logiciels, pour recruter des freelancers. Et tu n'as plus 10 millions dans le compte de ton entreprise. Supposons que tu as 5 millions. Donc, on vient dans le compte de ton entreprise, on prend les 5 millions, on paye, vous allez au tribunal, il y a un procès, le client gagne le procès, on te dit de rembourser 12 millions, 10 millions pour ce que tu dois au client et 2 millions en dommages et intérêts. Donc, ça fait 12 millions à rembourser. On va dans ton compte, on voit 5 millions. Le compte de ton entreprise, appelons ça JS. Ton entreprise s'appelle JS, Jefta Serwanou, tu vois. Du coup, on vient dans le compte de ton entreprise JS, on voit 5 millions. Mais c'est l'entreprise Jefta Serwanou qui doit au client. C'est pas Jefta Serwanou en tant que personne. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Oui, oui. OK. Du coup, quand on va retirer les 5 millions du compte de ton entreprise, on va maintenant aller chercher dans toutes les banques du Bénin, est-ce que Jefta Serwanou en tant que personne a un compte bancaire? Ça peut être un compte d'épargne, ça peut être n'importe quel compte. On va saisir tous tes comptes bancaires. Donc, supposons qu'on regarde tes comptes bancaires. Donc, on a laissé ton entreprise, où on a déjà pris 5 millions, on a laissé ton entreprise, on est allé chercher dans tes comptes. On voit que tu as épargné 3 millions. On saisit ça et on prend ça pour payer la personne. Donc, tu as payé 8 millions sur 12, il reste 4 millions encore. Mais tu dois toujours 4 millions. On peut venir chez toi à la maison, regarder tes biens. OK, dans ta maison, tu as une table, tu as une télé, tu as une chaise, tu as un ordinateur. Et on peut saisir tout ce qui t'appartient, vendre en, comment ils appellent ça? Auction. En anglais, vente aux enchères. On peut vendre tous tes biens, vente aux enchères pour rembourser
la personne à qui tu dois les 4 millions pour que ça atteigne les 12 millions. Est-ce que tu as compris jusque-là? Oui, j'ai très, très bien compris. Parce que la forme juridique de ton entreprise est un établissement. Donc, on ne va pas dire, ce n'est pas Jefta qui a tort, c'est sa société. Même si ta société s'appelle Archiconsul, tant que c'est un établissement, c'est ETS Archiconsul, on peut venir saisir tes biens personnels. Est-ce que jusque-là, on se suit? Oui, oui, oui. Par contre, si tu as une société à responsabilité limitée, tu as une société par action simplifiée ou une société anonyme, on ne peut pas venir saisir les biens du DG ou de l'actionnaire majoritaire de l'entreprise parce que l'entreprise a un problème, a un procès ou doit à quelqu'un et doit rembourser. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Oui, oui. OK, donc c'est ça le principe de l'établissement. Par contre, un établissement a une nature juridique beaucoup plus simple à gérer qu'une entreprise telle qu'une SARL ou une SA ou une SAS. Pour moi, il faut commencer par là parce que c'est plus simple, c'est plus facile et c'est moins cher. Mais le moins cher, là, c'est quand même 1 728 800. Oui, David, tu lèves la main. Je voulais demander, par rapport aux trois types d'entreprises que tu as cités tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qu'on peut créer seul ou bien il faut forcément avoir des associés? Oui, tu peux créer une société à responsabilité limitée, SARL unipersonnelle. Je pense que si tu vas sur le site de l'APIEX, tu vas voir les conditions et les règles. Mais tu peux créer une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Ok, d'accord. Sauf que plus les charges, ça devient plus cher qu'un établissement. Exactement. D'accord. Et par rapport aux sociétés individuelles, je sais pas si parce qu'il y a un type d'entreprise qu'on crée souvent sur la plateforme là et les frais sont à 17 000 et quelques, je pense bien. Puis, oui, les frais de création de l'entreprise ne sont pas les frais de gestion de l'entreprise. Si je comprends, mais est-ce que c'est un autre type d'entreprise? Non, la nature juridique la plus simple que tu as, c'est la société, enfin, c'est l'établissement, l'ETS. Okay. C'est ça le plus basique. C'est pas que c'est mauvais de créer des ETS, mais c'est juste qu'il faut comprendre les implications. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, avant de continuer plus loin, la chose que je n'ai pas dite lorsque j'ai fait ce post, c'est les 1 728 800 sont vrais si et seulement si vous voulez utiliser votre établissement pour faire des affaires avec l'État. Ce post est vrai si vous avez un établissement et si vous utilisez votre établissement pour faire affaire avec l'État. Si vous n'aurez jamais de contrat qui vient d'une grande institution comme l'État, qui vient d'une institution internationale. Bon, généralement, les institutions internationales ne vont pas vous demander de payer les impôts, ils ne vont pas vérifier ça, mais l'État vérifie toujours. Par contre, si c'est une institution internationale dans laquelle l'État est actionnaire ou participant, même si ce n'est qu'à 1%, dès que l'État est présent quelque part, ceci devient vrai. Donc, j'ai parlé de la première condition, c'est vrai pour les établissements. Deuxième condition, il faut que vous ayez l'ambition d'utiliser votre établissement pour vendre des choses à l'État. Donc, si tu veux vendre, quand je dis l'État, je suppose que je dis n'importe quoi. Tu veux vendre une affiche au CEG1 de Boycon. Normalement, tu dois passer par ce truc-là. Tu veux tu veux faire une affiche à IFRI. IFRI qui est université publique. Ceci devient vrai pour toi. Tu veux vendre un truc, un ordinateur à, je sais pas, l'université d'Abomey-Calavi. Ça devient vrai pour toi. Tu veux organiser une campagne de digital marketing pour la mairie d'Abomey, la mairie de Cotonou, la mairie d'Abomey-Calavi. Ceci devient vrai pour toi. Dès qu'une institution est publique et appartient au gouvernement, ceci devient vrai pour toi. Dès que tu veux faire affaire avec eux, ceci devient vrai pour toi. Mais si tu travailles uniquement avec des institutions privées ou des institutions internationales qui n'ont pas de budget commun avec l'État béninois, tu peux te passer de ceci. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui, ça suit. Si je peux poser une question. Oui, vas-y. Donc, cela voudra dire qu'on peut avoir un établissement et ne pas être... tant qu'on ne l'utilise pas, on n'a pas encore de problème, c'est ça? Non, dès que tu as l'établissement, tu as déjà des problèmes. Mais ce n'est pas des problèmes de 1 728 800. C'est toute la différence. Et tant que tu ne veux pas traiter avec l'État ou traiter avec un organisme public, tes problèmes sont là, mais c'est juste que tu vas pas savoir. Je vais vous donner un exemple simple. Lors des élections, je sais pas, il y a eu une élection, ils ont parlé de quitus fiscal et il y a eu beaucoup de politiciens qui n'ont pas pu aller en course parce qu'ils n'avaient pas le quitus fiscal. Ils avaient des entreprises qui n'étaient pas à jour. Normalement, au Bénin, quand tu as une parcelle, tu dois payer des impôts. Quand tu as une maison, tu dois payer des impôts. Quand tu as une entreprise, tu dois payer des impôts. Personne ne va te perturber si tu ne payes pas. Mais le jour où tu vas vouloir devenir maire d'Abomey, par exemple, Jefta, on va te sortir la liste de toutes les dettes que tu as envers l'État parce que tu as une entreprise qui existe depuis tel nombre d'années et que tu n'as jamais payé les impôts. Je ne sais pas si tu vois. Donc, ce n'est pas que le problème n'existe pas. Le problème, il est là.
C'est juste que parce que tu n'as pas besoin de traiter avec l'État, bah, tu n'es pas obligé de résoudre le problème. Est-ce qu'on se comprend? Oui, très bien, très bien. Je Ok. comprends très bien. Et bon, je m'avais aussi posé une autre question. Mhm. À combien s'élève, supposons je crée mon entreprise et pendant une année, je ne paye pas les impôts. Je n'utilise même pas l'entreprise. C'est un établissement, supposons. Combien s'élèvent mes dettes auprès de l'État dans ce cas? Donc, je vais en venir dans le déroulé. Mais même si tu crées une entreprise et tu ne fais pas d'activité, normalement, tu devrais avoir écrit une lettre au service des impôts pour dire j'ai créé mon entreprise, mais l'entreprise n'est pas active. Et tu vas déposer cette lettre-là au service des impôts. Tu gardes photocopie de la lettre et tu vas demander à l'impôt de te décharger la lettre. Comme ça, si par exemple tu as créé l'entreprise en 2020 et en 2022, on te dit bah en 2020 tu n'as pas payé l'impôt, en 2021 tu n'as pas payé l'impôt, en 2022 tu n'as pas payé l'impôt, tu sors le récépissé de la lettre et tu dis je vous ai dit que je n'exploite pas l'entreprise. Donc vous ne pouvez pas me demander de payer impôt pour ces années-là. Mais si tu n'as pas déposé cette lettre-là, ça veut dire qu'ils vont supposer que tu as utilisé l'entreprise et ils vont te faire payer les droits et les majorations pour retard de paiement. C'est pour ça, bon, ceux qui sont dans le chat, si vous voulez un jour créer une entreprise, il faut vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous êtes en train de faire et quel est l'intérêt pour vous de créer une entreprise si vous pouvez juste faire des factures normalisées en tant que freelance. Donc, je vais passer maintenant à la suite de mon slide. Je ne sais pas si, oui, vous voyez. Donc, premier pôle de dépense. Quand on a une entreprise, on doit forcément faire passer les recettes de son entreprise par une banque. Donc, si tu as un établissement, tu as une SARL, qu'elle soit unipersonnelle ou whatever, tout l'argent que tu gagnes doit passer par une banque dès que ça dépasse 50 000 francs. En gros, en République du Bénin, il n'est pas permis de payer plus de 100 000 francs à un prestataire en cash. 999 999. Dès que le montant dépasse 999 999, vous n'êtes pas autorisé à prendre ça en cash. Ça doit forcément passer par un virement bancaire. Mais vous et moi, on sait qu'on ne respecte pas ça. La personne te fait Momo 50 000, il te fait Momo 100 000, il te fait Momo 150 000 et tu penses que tu n'as pas de problème. Mais en faisant ça, tu enfreins la loi. Et il y a une règle qui dit « Know the rules like a pro and break them like an artist ». Tu ne peux pas enfreindre la loi si tu ne connais pas les lois. C'est pas normal d'enfreindre une loi quand on ne connaît pas la loi et son périmètre d'application. Donc, normalement, il faut que vous ayez un compte bancaire. Et les banques les moins chères vous facturent 5 500 par mois en frais de tenue de compte. Que vous fassiez du bénéfice ou pas, eux, ils s'en foutent. Chaque mois, ils vont vous prendre 5 500. Et à la fin de l'année, quand vous faites 5 500 fois 12, vous avez 66 000. Donc, j'ai une entreprise, je suis obligé d'avoir un compte bancaire au nom de mon entreprise. Mon entreprise ne peut pas facturer quelqu'un plus de 100 000 et recevoir ça en cash. Tant moi, en tant qu'entrepreneur, que l'entreprise qui me paye ce montant-là sont en problème. Mais puisque au Bénin, on n'a pas un service des impôts qui fait la chasse aux sorcières, ils ne te disent rien. C'est juste que le jour viendra où ils vont te coincer. Et c'est là on parle de redressement fiscal. Ensuite, quand tu crées une entreprise, dès la seconde où tu crées un établissement, il y a une loi qui dit que tu dois au moins avoir un employé qui n'est pas toi. Donc, quand je crée une entreprise, je dois au moins avoir un employé qui n'est pas moi-même. Donc, je suis Jefta, j'ai créé mon entreprise, un établissement. Je dois avoir un employé qui n'est pas moi. Et cet employé qui n'est pas moi, là, je dois lui payer au moins le SMIC. Donc, dès que tu crées l'entreprise, non seulement tu as 5 500 fois 12 à payer, qui revient à 66 000, mais automatiquement, tu as aussi 52 000 à payer par mois à un employé, ce qui te revient à 624 000 par an. Donc, ça fait déjà 2 pôles de dépenses qui viennent de se créer automatiquement pour que tu sois en règle vis-à-vis des lois dès que tu crées une entreprise. Maintenant, il y a des hacks que les gens utilisent pour contourner cette loi. Mais on va en revenir. Ensuite, quand tu as un employé, un employé sous contrat, à cause de la deuxième slide, il y a une autre loi qui vient après, c'est que pour chacun de tes employés, tu dois faire ce qu'on appelle la cotisation pour la retraite à la CNSS. Donc, tu dois cotiser 20% du salaire de ton employé à la Caisse nationale de sécurité sociale pour lui garantir une retraite. Et c'est 20% pour le montant le plus bas. Donc, quand c'est le SMIC, c'est 20%. Mais le SMIC aujourd'hui au Bénin, c'est 52 000. Mais quand le salaire est plus élevé, si c'est 60 000, 100 000, le pourcentage à cotiser va évoluer. Donc, tu vas te retrouver à cotiser 10 400 par mois à la CNSS, soit au total 124 800 par an. Et ça, c'est obligatoire. Genre, il n'y a pas de choix. C'est une obligation de ta part en tant que chef d'entreprise de faire les 3 choses que je viens de citer.
Donc, vous voyez, en fait, très vite, on cumule les obligations. C'est tantôt 124 800 plus 624 000 plus 66 000. Donc là, on est du côté des obligations. On est déjà à 814 800 d'obligations légales. Donc, que tu gagnes 1 franc ou pas, dès la seconde où tu as créé ton entreprise, tu es déjà à 814 800 de dépenses annuelles, que tu fasses du bénéfice ou pas. La deuxième chose, c'est les impôts. Tu dois payer ce qu'on appelle les impôts. Et au nombre des impôts, il y a plein de cotisations. Maintenant, ces impôts-là, il faut les dissocier en deux parties. Il y a les impôts que tu vas payer lorsque tu fais affaire avec l'État pour avoir ce qu'on appelle l'attestation fiscale. Et il y a les impôts que tu vas payer lorsque tu ne veux pas faire affaire avec l'État. Lorsque tu ne veux pas faire affaire avec l'État, tu payes 2% de ton chiffre d'affaires. Je crois qu'ils vont amener ça à 3% ou à 5%, je ne sais plus. Mais c'est les activités comme les commerçants, les gens comme ça. Eux, ils doivent payer entre 2 et 3%. Je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas commerçant. Donc, sinon, il y a un montant minimum qu'il faut payer qui est de 75 000. Tu payes 75 000 et puis c'est fini. C'est à la fin de l'année. Il y a aussi une particularité avec les impôts, c'est qu'on paye les impôts en début d'année. On ne paye pas les impôts en fin d'année. Donc, on appelle ça acompte sur impôt. Donc, quand tu as une entreprise, en début d'année, tu payes l'impôt de ta prévision de chiffre d'affaires. Donc, tu dis, OK, mon entreprise va faire cette année 10 millions de chiffre d'affaires et je dois payer 5% de 10 millions. Donc, ça veut dire je dois payer 500 000. Donc, en début d'année, avant le mois d'avril, tu dois payer 500 000 au service des impôts. On appelle ça l'acompte sur l'impôt. Mais de façon générale, le minimum en dessous duquel tu ne peux pas payer, c'est 150 000. Donc, que tu fasses 1 million de chiffre d'affaires ou que tu fasses 2 millions, que tu fasses 50 millions ou tu ne peux pas payer moins de 150 000 en acompte. Et à la fin de l'année, on va calculer les 5% de ton chiffre d'affaires et on va dire, OK, tu as payé acompte en début d'année 150 000. À la fin d'année, tu as fait 10 millions de chiffre d'affaires. Ça fait 500 000. 500 000 moins 150 000, il te reste 350 000 à payer. Et en fin d'année, tu pourras maintenant faire ce qu'on appelle le solde de l'impôt. Tu vas payer la totalité de ton impôt qui sera de 350 000. Mais en début d'année, tu dois payer l'acompte qui est de 150 000. Et sur l'année au total, tu dois payer 5%. Et en plus des 150 000 là, il y a d'autres impôts. Les 150 000, c'est la TPS. La TPS, c'est une forme d'imposition. Après, il y a les cotisations patronales à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Quand tu as une entreprise, tu dois cotiser à la CCI. Et je crois que c'est minimum 20 000. Ensuite, il y a une entreprise, il y a un impôt qui s'appelle PEO, prélèvement des ordures ménagères, prélèvement ou enlèvement des ordures. Ça aussi, je crois que c'est 12 000. Et il y a la tâche, enfin, non, c'est 20 000, j'ai même écrit ça en bas. C'est 20 000 la PEO, la CCIB, c'est minimum 20 000, mais 30 000. Et l'ORTB, c'est 4 000. Donc, quand tu fais 150 000, plus 20 000, plus 30 000, plus 4 000, tu te retrouves à 204 000 francs d'impôt au minimum à payer quand tu as un établissement. Est-ce que là, vous me suivez toujours? Parce que ce que j'ai dit est un peu complexe et compliqué. Oui. L'ORTB, là, c'est la chaîne nationale. Oui, c'est la chaîne nationale. Pourquoi on paye tout ça, je n'ai pas compris. Parce qu'il faut que l'ORTB fonctionne. Et si l'ORTB doit fonctionner, c'est les citoyens qui doivent payer pour ça. C'est pour ça qu'on parle de contribuable. Quand on parle de contribuable, Talon ne peut pas allumer la clim dans son bureau. Si toi, Jefta, tu ne payes pas les impôts. Ou Paki, ni Wada, ils ne peuvent prendre l'essence dans leur voiture si toi, tu ne payes pas tes impôts. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, l'impôt. Si aucun citoyen ne paye l'impôt, tout le pays est paralysé direct. Du coup, les institutions comme l'ORTB fonctionnent sur les 4 000 francs qu'on va cotiser ci et là. Je suppose il y a 100 000 entreprises au Bénin. Si chacun des entreprises paye 4 000, si chacun des 100 000 entreprises paye 4 000 francs, je crois que ça fait 100 000. Je vais faire 100 000 fois 4 000 pour ne pas dire de bêtises. 100 000 entreprises fois 4 000. Ça fait 4 millions de budget. Donc voilà pourquoi tu payes 4 000 francs à l'ORTB. Et le prélèvement des ordures, les ordures qu'on ramasse dans la rue, qui sont aujourd'hui gratuites là. En tout cas, normalement, les entreprises payent une taxe de prélèvement des ordures pour que la ville soit propre. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin organise des choses pour soutenir les entreprises. Le patronat ou les entreprises payent des cotisations pour financer tout ça. Du coup, est-ce que j'ai répondu? Oui, c'était très clair. Merci beaucoup. Donc, là, en fait, ça finit avec, on était à 800 et quelques mille, là, on a 204 000, ça fait 1 million et quelques. Donc, on peut dire 1 million 20 000 est l'argent que tu vas dépenser au minimum par an si tu as un établissement et si tu veux faire affaire avec
de grandes institutions de l'État. Ou si tu veux faire affaire avec les pouvoirs publics, si tu veux pouvoir faire affiche à l'université d'Abomey-Calavi, tu vas devoir payer tout ça. Et après, il y a ce que j'appelle les coûts accessoires, location de bureau. C'est une obligation légale. Tu es obligé légalement d'avoir un bureau physique. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en prennent pas. Moi, j'ai pris la somme de 40 000 par mois de loyer pour un bureau. Donc, ça fait 480 000 par an. Ensuite, les abonnements divers. Ça, j'ai vraiment essayé de résumer ça au strict minimum. Si tu fais un forfait de 15 000 par mois en tant que designer ou agence de design, est-ce qu'un forfait de 15 000 suffit vraiment? Ça, c'est un autre débat. Ça te fait 180 000. Si tu dis que électricité et eau, ça te revient à 50 000 maximum par an, tu te retrouves à 230 000 de dépenses pour ça par an. Et ça veut dire que tu n'as pas d'abonnement Google Drive pour quelque chose, tu n'as pas d'abonnement Photoshop et que tu utilises Photoshop craqué comme tous les brigands. Désolé de dire ça comme ça. Et que, en fait, tu n'utilises aucun abonnement à part Internet, électricité et l'eau. Et en fait, pour ça, je parle de charges fixes incompressibles. J'ai fait le bilan 66 000, plus 624 000, plus 124 800, plus 204 000, plus 480 000, plus 230 000. Tu te retrouves à un montant minimal de 1 728 800 à dépenser par an lorsque tu veux être un établissement, la plus petite forme d'entreprise juridique, et que tu veux faire affaire avec l'État béninois ou avec des institutions publiques. Nous, à Ota Service, l'année passée, en charge fixe incompressible, ça, c'est vraiment le minima. On a dépensé 8 436 000. Donc, la banque nous a pris 82 400. Les salaires au total que j'ai payés, ça faisait 3 275 800. La CNSS, 96 000 parce que l'État n'avait pas encore voté la loi qui faisait passer le SMIC de 40 000 à 52 000. Pour l'année passée, mon impôt s'élève à 1 381 822. Les locaux qu'on utilise, on payait 150 000 de loyer. Ça faisait 1 800 000. Les divers, on faisait un forfait Internet, je crois, de 40 000, je ne sais plus trop. Électricité, on était à 45 000 le mois. Mais en tout cas, tout faisait 1 800 000 et ça faisait 8 436 022 en termes de charges fixes incompressibles. Donc, c'était le minima en dessous duquel on ne pouvait pas descendre. Donc, je disais en fait en conclusion que si vous voulez avoir un établissement au Bénin, ça veut dire que vous avez 1 728 800 de charges fixes incompressibles par an, ce qui ne prend pas en compte les salaires pour vous. En tout cas, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas encore parlé de salaire pour vous-même en tant que chef de l'entreprise, ni les coûts d'achat de votre matériel. L'ordinateur, c'est pas dedans. La suite Adobe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des cracks, mais c'est pas pris en compte. Google Workspace, c'est pas pris en compte. Ou Drive, Loom et tous les autres outils Figma que vous pourriez utiliser pour faire du design. Donc, peut-être un jour, je vais faire un talk parce que parler aujourd'hui, c'est vrai que quelqu'un a posé la question dans le chat de comment facturer. Non, je ne peux pas en parler en 15 minutes, mais en fait, voilà ce que je peux vous dire un peu. Et ce que je peux aussi montrer, c'est que si je viens ici et je dis 1 728 000 que vous dépensez par an, et je fais diviser par 12, ça veut dire que si par mois, vous gagnez moins de 144 000 en tant que designer freelance, vous allez vous ruiner. Vous allez faire des pertes. Je ne vais pas dire faillite, mais vous allez perdre beaucoup d'argent. Et ça veut dire que si vous avez une entreprise, je suppose que vous travaillez 34 heures par semaine, 34 heures par mois plutôt. Ou est-ce que c'est 34 heures par semaine? Je ne sais plus. C'est 7 heures. Si on travaille 7 heures fois 5, ça fait 35 heures par semaine fois 4 semaines, ça fait 140. Si vous travaillez 140 heures par mois, ça veut dire que votre heure, vous facturez l'heure de travail à 1008 francs en tout cas, et que chaque mois, vous devez faire entrer au moins 144 000. Et avec les 144 000, je tiens à préciser que vous avez 0 francs d'entrée. Vous avez absolument 0 francs d'entrée. Vous avez juste tout ce qu'il faut pour payer vos impôts. Vous ne gagnez pas un seul rond. Donc, à la fin de l'année, vous avez payé MTN, vous avez payé la SBE, la SONEP, vous avez payé les impôts. Mais vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous avez gagné 0 francs. Comment vous avez mangé sur toute l'année? Je ne sais pas comment vous avez fait. Mais voilà un peu ce que je peux dire sur les charges fixes des entreprises. Pardon, excusez-nous. Non, il n'y a pas de souci. C'est moi qui squatte un peu. C'est moi qui squatte un peu. Donc, voilà ce que je peux dire. Là, maintenant, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pense que ce talk aura été autour d'expliquer, en fait, cette présentation que j'ai faite sur les charges fixes incompressibles
Euh, donc voilà, la parole est à... Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à la famille pour autant de détails. Je ne m'attendais pas à tout ça. Et tu as très bien expliqué. Je crois que si beaucoup de personnes sont informées, je crois qu'ils vont réfléchir avant de créer une entreprise. Enfin, après mon poste là, c'est vrai que ça a un peu fait parler. C'est pas pour décourager les gens de créer une entreprise, mais c'est vraiment pour leur faire savoir. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est CEO sur Internet et enfin, ça semble être à la mode. C'est comme, genre, si tu n'es pas CEO, tu n'as pas réussi ta vie. Et tout le monde veut être CEO. Et si vous devez avoir remarqué, il ne suffit pas de créer un établissement ou une SARL pour être un CEO. C'est limite un abus de langage de s'appeler CEO de XY parce que tu as une idée d'entreprise. Si tu n'as pas de SA ou si tu n'as pas de SAS, qui sont 10 fois plus compliqués et 10 fois. La SA est 100 fois plus chère qu'un ETS. Ce n'est vraiment pas la peine de dire qu'on est un CEO. Et CEO, ça veut déjà dire que tu es président d'un conseil d'administration et ensuite que tu es directeur général d'une entreprise. Et c'est deux fonctions cumulées qui ne sont pas les mêmes choses. Et vraiment, pour moi, hein, ça c'est moi, mon avis personnel. Les gens peuvent ne pas être d'accord. On peut parler de visualisation. Je peux désirer être CEO un jour. Je le désire personnellement. Mais je préfère être assez humble pour savoir que pour le moment, je suis gérant d'un établissement. Je ne suis même pas encore directeur général d'une SARL. Je suis juste gérant d'un établissement. C'est vrai que j'ai créé une SAS, mais j'ai été obligé de le fermer avant de venir en France parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir deux entreprises qui tournent en même temps et d'avoir ces charges-là deux fois. Et je n'ai pas parlé de recruter un expert comptable à la fin de l'année pour faire votre bilan. Je n'ai pas parlé de payer son bilan. Je n'ai pas parlé de recruter un conseiller juridique et toutes ces autres choses qui, en fait, viennent ajouter à la charge, à la responsabilité financière, à la responsabilité administrative et à la responsabilité humaine, parce que vous allez gérer des humains et leur payer des salaires, leur assurer un avenir, que c'est d'être un chef d'entreprise, d'être un dirigeant. Donc, voilà ce que je peux dire sur ça. Merci beaucoup, la famille, pour cette présentation, très belle présentation comme toujours. En fait, lorsque tu voulais venir, lorsque tu es parti en France, est-ce que tu disais tout à l'heure que est-ce que c'est Octa tu as fermé ou c'est plutôt la SARL que tu as fermé? Et lorsque tu es en France actuellement, comment tu fais maintenant pour payer les impôts et tout ça? Ok. Donc, ce que j'ai fermé, c'est ma SAS. Donc, j'avais une société par action simplifiée qui s'appelle Digital Factory au Bénin. Je voulais utiliser pour développer ma solution ASU pour la réalisation des tontines. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. Mais mon établissement Octa Service fonctionne toujours. J'ai 2 employés au Bénin et je continue toujours pas à payer les salaires et les charges de l'entreprise puisque j'ai arrêté de vendre mes services au gouvernement qui était quand même mon deuxième plus gros client parce que je travaille beaucoup avec l'État. Quand je dis État, c'est des organismes publics, hein, Université d'Abomey-Calavi, Faculté des sciences agronomiques, laboratoire de génétique, de biotechnologie et de sciences des semences, tout ça, c'est des entités publiques. Et c'était parmi mes plus grands clients demandeurs, la fondation Mastercard, qui est Mastercard, vous connaissez les cartes bancaires, ils ont une fondation au Bénin qui est en partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi. Ça faisait partie de mes clients. Donc, en gros, j'ai renvoyé limite, hein, j'appelle ça renvoyer parce que c'est pas forcément des clients faciles. En termes de commerce et d'industrie du Bénin, j'ai juste dit, je ne veux plus travailler avec le public, je ne veux plus travailler avec l'État. En tout cas, pas pour le moment. C'est trop dur, c'est trop difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'avoir beaucoup d'argent. Si vous voulez travailler avec l'État, ça veut dire que vous êtes, vous êtes liquide, vous avez du cash flow. Vous pouvez tenir 6 mois, 7 mois, 8 mois à payer vos salariés avant d'être payé. Moi, je sais que le délai minimal de paiement d'un contrat avec les institutions publiques, lorsque c'est quelque chose de sérieux, c'est 6 mois. Minimum, lorsque c'est quelque chose de sérieux, c'est 6 mois. Lorsque c'est quelque chose de pas trop sérieux, c'est 1 mois ou 3 mois. 1 mois, 3 mois, ça veut dire que c'est un petit contrat de 100 000, 200 000. Et dès que ça commence pas à aller dans le million, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois.
Et j'ai eu des collaborations où j'ai dû travailler 1 an et demi avant de me faire payer. Et j'ai des collaborations que j'ai finies maintenant, ça fait 8 mois. Et on ne m'a toujours pas encore payé. Donc, c'est vraiment toute une autre ligue, tout un autre concept de pouvoir travailler avec ces entités-là. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous payer. Ce n'est pas une histoire de moi, je demande 60% d'acompte. Avec l'État, on ne travaille pas comme ça. On ne demande pas d'acompte. On ne te paye que lorsque tu livres le travail final et qu'on te signe le bordereau de livraison. Et après une tonne de paperasse administrative. Donc, c'est pas les mêmes réalités qu'avec les entreprises privées. Et dans le dernier talk aussi, je disais qu'il faut collectionner les attestations de services bien faits. Même si vous travaillez avec des privés, quand vous finissez le travail, demandez-leur de vous signer des attestations de services bien faits. Parce que ces attestations de services bien faits, là, vont vous permettre à la longue de comment le dire, de pouvoir postuler à des marchés publics et d'avoir une chance de gagner. Pas toutes, mais au moins une chance. Donc, voilà ce que je peux dire pour compléter tout ce que j'ai déjà dit par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, Grâce, Jacques, Samuel, David. Puisqu'on est en comité restreint aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore 10 minutes ici avec vous avant de partir. Oui, David. Moi, j'avais une question, bon, c'est pas ça par rapport avec le graphisme. C'est un peu un sujet très basique, en fait. C'est juste pour savoir un peu comment ça se passe. Les gens, Comment ça se passe? bon, comment les autres travaillent par rapport à ça. Ok, les autres qui sont dans le call, c'est ça? Oui, et toi aussi. Oui, toi aussi. Ok. Par exemple, quand on réalise un visuel à l'impression, Mm. souvent, quand c'est des grands supports, par exemple une bâche de 3 mètres, j'ai parfois rencontré ce problème dans certaines imprimantes. Parce que moi, je travaille souvent avec 300 pixels de résolution. Ok. Quand je vais dans certaines imprimeries, ils disent ah non, ça n'arrive pas à ouvrir le fichier n'arrive pas à s'ouvrir. Mais par contre, c'est parce que le fichier est trop lourd. En fait. Donc, je suis obligé de ramener la résolution à 72. Et ça passe très bien, la qualité est nette. Donc, le truc selon lequel, quand on veut faire de l'impression, il faut mettre la résolution à 300 là. Est-ce que c'est quelque chose de valide dans notre contexte ici? Et est-ce que de l'impression aussi, le CMJN est toujours respecté? Parce que c'est quelque chose que je fais pas. Ce que je fais, c'est en théorie, ça passe pas. Donc, je veux savoir un peu comment ça se passe. Ok. Bon, je vais laisser les autres répondre. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je connais exactement pourquoi. Je connais la source de ton problème, mais je laisse d'abord les autres donner leur point de vue. Ah, si la famille connaît la source, c'est mieux que la famille te réponde directement. Non, mais c'est quand même intéressant de voir comment les autres aussi procèdent. Toi, Jefta, comment tu fais? Est-ce que tu envoies des choses en print? Est-ce que tu envoies des 300 DPI ou est-ce que tu réduis à du 112 DPI? Qu'est-ce que tu fais? C'est intéressant de savoir comment les autres aussi font, quoi. Bon, moi, généralement, souvent, pour les impressions à l'imprimerie, je fais ça souvent en PDF. Et en PDF, j'aime beaucoup plus privilégier Illustrator parce que là, il y a les vecteurs. Donc, quand le client me dit, par exemple, que voilà, le travail qu'il veut faire, il va imprimer ça, je privilégie Illustrator pour faire le visuel. Maintenant, quand il me dit que c'est pas imprimable, bon, je peux aller ou InDesign. Généralement, c'est comme ça que je fais. Voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose? Jacques a une réponse? Je vais répondre. Hein. Ouais, Jacques. Jacques, je sais pas, mais je sais pas si les autres t'entendent. Moi, j'ai pas bien compris la question. Ok, tu n'as pas bien construit la question. En gros, il demandait, il disait en fait que lorsque il travaille pour l'impression, pour aller en impression et qu'il utilise du 300 dpi, son fichier pèse toujours trop lourd et ça n'arrive pas à être ouvert en imprimerie et qu'il est obligé de ramener ça à du 112 dpi. J'avais un peu de trucs là. Ok. Bah, pas grave. Je vais poser une question du coup à David. David, du coup, tu envoies du Photoshop en imprimerie, n'est-ce pas, je suppose? Non, le fichier PDF. Et tu travailles dans Photoshop? Yes. Ok. Donc, c'est ça ton problème. Le problème, c'est que tu travailles dans Photoshop et tu exportes un PDF à partir de Photoshop. Du coup, tu auras des PDF de 10 gigas, de 1 giga et de tout ce qui va avec et de tous les problèmes du monde. Et en fait, c'est une mauvaise pratique, en fait, tu vois. Photoshop n'est pas un logiciel qui est destiné à exporter des choses pour aller en impression. Pour envoyer en impression, il faut travailler dans InDesign. En gros, si vous voulez faire du print, vous travaillez dans InDesign. Vous pouvez créer des montages avec des effets dans Photoshop
et importer ça dans InDesign et exporter à partir de InDesign. Et en fait, après, il y a ce qu'on appelle il y a un workflow lorsqu'on veut aller en print. Et je ne sais pas si les 6 minutes qui nous restent suffira à expliquer le workflow quand on veut aller en print. Mais en termes de bonnes pratiques, Photoshop n'est pas fait pour exporter des choses à envoyer en imprimerie. Si tu utilises Photoshop, c'est pas bon. Tu peux, même si tu dis que toi, c'est Photoshop, tu sais utiliser, tu fais ton visuel dans Photoshop. Quand tu finis, ouvre InDesign, importe le PSD dans InDesign et exporte un PDF high quality à partir de InDesign. Ça ne va jamais peser 10 gigas, ça ne va jamais peser 1 giga, ça ne va jamais peser 600 mots. C'est impossible. Donc, c'est Photoshop le problème. Ensuite, Illustrator. Illustrator aussi, c'est une bonne solution pour faire des visuels. Maintenant, si c'est un visuel ponctuel, tu peux utiliser Illustrator. Mais Illustrator est fait pour concevoir des vecteurs, pour concevoir des patterns qui pourront être importés dans InDesign. Du coup, peut-être on va faire un autre call où je vais montrer le process, le workflow de travail pour aller en impression. Mais en gros, si vous voulez faire de la manipulation de pixels, vous faites ça dans Photoshop. Vous voulez utiliser de la manipulation de vecteurs, vous faites ça dans AI. Vous importez vos PSD et vos AI dans InDesign. Et quand vous voulez envoyer en impression, vous exportez un PDF à partir de InDesign où vous faites ce qu'on appelle un assemblage ou un package dans InDesign et vous envoyez l'assemblage à votre imprimeur. Maintenant, ça va dépendre de votre imprimeur, ça va dépendre de la connaissance que vous avez du domaine de l'impression et de quel type d'impression vous voulez faire. Pour la question de est-ce qu'il faut utiliser CMJN ou RVB, est-ce que c'est vraiment important d'utiliser RVB ou CMJN, ça va dépendre de chez quel imprimeur tu vas et de quel type d'impression tu veux faire. Généralement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'imprimeurs qui font de l'impression numérique. Donc, ils vont prendre des imprimantes, comment on les appelle? Ricoh, je ne sais pas. Enfin, les grosses imprimantes là, qui sont des imprimantes numériques, et ils vont vous imprimer vos fichiers avec. Et l'avantage des imprimantes numériques, c'est qu'ils sont capables de convertir du RVB en CMJN. Donc, vous n'avez pas une représentation fidèle des couleurs, mais vous avez une conversion décente. Et généralement, désolé de le dire ainsi, si vous utilisez un écran d'ordinateur Windows, de toute façon, les couleurs que vous voyez à l'écran, si votre ordi n'est pas vraiment de très bonne qualité avec un écran OLED, les couleurs que vous voyez ne sont pas les couleurs réelles. Donc, quand vous envoyez votre RVB en impression, vous vous dites que c'est plus joli que ce que vous avez à l'écran et vous fermez les yeux dessus. Mais lorsque vous allez commencer par travailler dans des vrais process d'imprimerie où vous devez imprimer des choses avec des fidélités de couleurs, lorsque vous allez vous rendre compte que vous devez déployer une campagne de communication au Sénégal, au Mali, au Burkina et au Bénin, et que vous ne connaissez pas les imprimeurs qui se trouvent dans tous ces différents pays-là, et que pour chaque élément que vous concevez, on doit imprimer 500 exemplaires ou 1000 exemplaires, vous n'êtes plus dans l'impression numérique parce que ça va coûter extrêmement cher. Vous allez passer dans l'impression qu'on appelle offset. Et en offset, on utilise du CMJN parce que chaque papier passe 4 fois dans l'imprimante pour recevoir 4 couches d'encre différentes. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Lorsqu'on est en impression numérique, c'est toujours ces 4 encres différents-là, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Mais les 4 encres se trouvent dans une imprimante numérique qui va lâcher les 4 encres en même temps en un seul passage. Alors qu'en impression offset, le papier passe 4 fois dans la machine pour mettre le jaune, ensuite mettre le bleu, ensuite mettre le magenta, ensuite mettre le cyan et ensuite mettre le noir. Donc, il n'y a pas de ratage possible dans ces process-là parce que vous aurez des encres pâteux, vous aurez des encres qui ne seront pas très bien visibles et tout de suite, parce que les offsets ne font pas, enfin, on ne fait pas copy-test en offset, quoi. Quand tu passes une commande en offset, c'est 100 qui vont sortir en même temps, c'est 200 qui vont sortir en même temps. Généralement, on va te dire de commander à partir de 1000. Du coup, tu ne peux pas foirer tes couleurs sur 1000 exemplaires, tu vois. Et tu vas reprendre, en fait. Donc, ça fait que quand vous passez de l'imprimerie numérique à l'imprimerie offset, les contraintes et les challenges changent. Quand on veut imprimer une bâche, il y a beaucoup d'imprimantes numériques qui impriment des bâches, en fait. Et que tu fasses du RVB ou du CMJN, ça va pas. Enfin, tu peux faire l'erreur, en fait. Ça peut se pardonner. Mais dès la seconde où tu dois passer, comme je le disais, dans 3 pays différents, où eux tous, ils ont des marques d'imprimantes différentes, qui utilisent des procédés de fabrication d'encre différents. Et donc, le rendu sera différent. Ce n'est plus du tout bien. Si le jaune de MTN au Bénin est différent du jaune de MTN au Togo, est différent du jaune de MTN au Ghana, en Côte d'Ivoire et à Dakar, ce n'est pas bien pour MTN
parce que sa marque ne va pas se reconnaître à travers les pays. C'est là où il faut utiliser des couleurs comme des pantômiers ou des tons directs. Mais ça, en fait, c'est vraiment de la compétence technique et elle n'est pas d'une certaine façon obligatoire. Donc, c'est ce que je peux dire. Super, merci. Mais après, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu dois apprendre à utiliser les 3 logiciels. Genre, il n'y a pas de workflow c'est Photoshop, moi, j'essaie d'utiliser. Je travaille avec les 3, mais bon, je ne savais pas c'était mieux avec InDesign. C'est pas que c'est mieux avec InDesign, c'est juste que c'est pour ça, c'est conçu, quoi. Je ne sais pas si tu vois. Quand tu dis print comme ça, InDesign. Dès qu'il y a impression, c'est InDesign. Maintenant, si tu sais que bon, c'est pas forcément que pour impression, tu fais impression et tu veux faire en même temps web, digital, tu peux aller dans Illustrator. Mais moi, même si Photoshop peut le faire, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller faire des affiches dans Photoshop, à moins qu'il sache réellement utiliser le panneau d'exportation. Et là, au lieu de faire enregistrer sous, je ne sais pas comment vous gérez, mais on fait exporter sous, on contrôle le format, si on veut du JPEG ou du PNG, on contrôle la quantité de densité de pixels qu'on veut mettre, on contrôle la taille à laquelle on veut exporter. En fait, il y a aussi la façon d'exporter dans Photoshop pour avoir de bons résultats, si vraiment c'est de la photomanipulation fait. Mais moi, je ne me vois pas commencer et finir un visuel dans Photoshop. Moi, on l'a fait, mais aujourd'hui, c'est pas une bonne façon de travailler. Et peut-être aussi, ça dépend de mes clients. Mais chez Noir-Ota, on utilise tous les 3 logiciels et chaque logiciel, on sait pourquoi on l'utilise. Et ça nous permet Enfin, je te donne un exemple. Je donne le cas. On travaille sur la charte graphique d'une entreprise comme la Sobap. On doit produire 70 fichiers différents. Carte de visite, kakemono, nanani, nanana. Donc, il y a 70 fichiers différents et on doit utiliser le logo. Le problème, c'est que si par exemple, tu importes ton logo en format PNG dans 70 fichiers différents que tu dois livrer à ton client, si le client te dit de changer la couleur du logo, c'est une caricature je fais. Ça veut dire que tu vas changer la couleur du logo, je suppose, dans AI, exporter un nouveau fichier PNG et tu vas remplacer ton fichier PNG là dans 70 fichiers différents. Franchement, un travail que moi, je ne peux pas me permettre de faire. Du coup, nous, on va utiliser AI et on va, on va importer un fichier AI dans nos 70 fichiers différents. Et c'est un seul fichier AI qu'on a importé. Du coup, quand on va modifier, peu importe les modifications qu'on va faire sur ce seul fichier AI là, il va se répercuter dans tous les 70 fichiers. Et on n'aura pas à modifier manuellement chacun des fichiers, importer un nouveau PNG et gérer en fait des tonnes de fichiers. Donc ça dépend vraiment de ton workflow, de la complexité des projets que tu gères. Et voilà. D'accord, c'est compris. Merci. Je t'en prie. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est clair. Donc, je crois qu'on est à la fin de ce talk. Je ne sais pas si Jefta, tu as un truc à ajouter aussi, comment on l'appelle? Ou si David, tu as quelque chose à ajouter, mais je crois que c'est tout, hein. C'est tout de mon côté à moi. Ouais, c'est carré chez moi. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'appel d'aujourd'hui avec le partage que tu as fait et aussi le conseil que tu as donné à David. Ouais, c'est effectivement ça. Moi, j'utilise Photoshop pour faire certaines exportations. Donc, je vais dans l'exportation et en fait, en gros, si tu es sous Windows, tu fais CTRL, Shift plus Alt plus S et plus W. Comme ça, là, tu pourras en fait avoir plusieurs formats d'exploitation, le PNG, JPEG, tu peux faire l'échelle, tu peux même mettre à l'échelle de 400 et comme ça, tu as le même fichier. Maintenant, les pixels ont augmenté, ça devient plus net, tu peux même aller à 500 ou à 1000% d'échelle. Là, tu as un bon fichier de meilleure qualité. Et souvent, il faut exporter en PNG. Donc, merci les gars, on est à la fin de ce call. Je vous remercie d'y avoir participé et on se dit à samedi prochain. Et une fois de plus, n'hésitez pas à partager avec vos proches. Je crois que là, on a fini de répondre aux questions. On pourra commencer d'autres formats de call où je partage avec vous des réalisations précises sur des sujets beaucoup plus précis et tout.